Je suis récemment tombé sur une vidéo de Théo Lion qu'il a publiée il y a quelques mois de ça, dans laquelle il explique les raisons qu'il a de penser que le domaine de l'infoproduit est en fait une bulle sur le point d'exploser. Et en écoutant la vidéo et les arguments qui y étaient avancés, je me suis dit que j'étais pas super d'accord avec les arguments en question et donc que je ne partage pas la conclusion qui en est tirée. Donc je me suis dit que j'allais faire une courte vidéo de réponse entre gros guillemets, histoire de simplement donner les éléments qui font que, selon moi, ces arguments-là ne tiennent pas la route et pourquoi je ne pense pas qu'il y ait de bulles du monde de l'infoproduit prêtes à éclater. Voilà, c'est tout. Alors rapidement, avant de commencer, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun problème dans le monde de l'infoproduit, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Il y en a qui vendent des formations de très mauvaise qualité, il y en a qui n'ont pas du tout les compétences d'enseigner ou de coacher ce qu'ils prétendent pouvoir coacher ou enseigner. Ça, tous ces problèmes-là, on est tous d'accord. Et dans un monde idéal, bien sûr qu'il n'y aurait pas ces problèmes-là. Mais le but de cette vidéo, ça va pas être de disserter sur l'éthique du monde de la vente de formation, de l'infoproduit, du coaching, etc. Parce que j'ai vu beaucoup de gens être d'accord avec son analyse dans les commentaires. Et parmi ces gens-là, je suis pas sûr que tout le monde soit purement d'accord avec l'analyse de fond, factuelle, etc. J'ai l'impression quand même, en lisant les commentaires, que c'est beaucoup... Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas ce domaine-là, ce milieu de l'infoproduit, et qui du coup, parce qu'ils ne l'aiment pas, ils ont envie de croire que c'est un domaine qui va se casser la gueule, que c'est une bulle qui va exploser, etc. Mais le but de cette vidéo-là, ça va pas être de discuter sur l'éthique du domaine de l'infoproduit, ça va être tout simplement de déterminer si oui ou non on a affaire à une bulle économique. Il y a très peu de gens qui deviennent vraiment riches après avoir acheté une formation « Comment devenir riche ». La règle générale d'une entreprise, c'est qu'en moyenne, tu es payé selon à quel point tu es utile pour un consommateur. Donc, plus tu es utile pour un grand nombre de personnes, plus tu gagnes d'argent. Et il n'y a aucun problème avec ça. Le souci avec l'état actuel du marché infopreneurial, c'est qu'il évolue hors de ses règles. Donc en gros, c'est un marché sur lequel tu n'as pas besoin de satisfaire ton client pour gagner beaucoup d'argent. Donc en gros, aujourd'hui, si je devais donner mon avis là-dessus, je dirais qu'il y a une anomalie de marché. C'est pas normal qu'en apportant si peu de valeur, on puisse gagner autant d'argent. Ça finit toujours par s'arrêter. L'argument qui est donné ici, il n'est pas idiot du tout. Je vais même jusqu'à dire que sur la plupart des marchés, il est même totalement vrai. Le problème, c'est que ici, il y a une confusion, il y a une incompréhension de comment fonctionne le marché de l'infoproduit. C'est-à-dire que très souvent, les gens n'achètent pas une formation par désir profond et actif de se former. Et je sais que ça peut paraître contre-intuitif, donc je vais expliquer ce que je veux dire par là. Il y a un truc que tous les formateurs ont constaté, c'est qu'il y a 80 à 95% des gens qui ne font pas les formations qu'ils achètent. Il y a un taux de non-complétion des formations qui est absurdement haut. Et ce, de manière systématique et de manière quasiment complètement décorrélée du prix de la formation et de la qualité de la formation. Je sais de sources sûres, pour avoir quand même accompagné pas mal d'infopreneurs au fil des années, que c'est un gros problème pour beaucoup d'entre eux. C'est quelque chose, il y en a qui s'arrachent les cheveux là-dessus, qui ont essayé de tout faire pour rendre leurs formations les plus pédagogiques, les plus intéressantes à suivre, pour gamifier le processus d'apprentissage, pour mettre des checkpoints, essayer de mettre en place des exercices interactifs, mettre en place des forums, des lives toutes les semaines pour répondre aux questions, pour essayer de motiver les gens à finir la formation, etc. Mais rien n'y fait. Vraiment, pour gagner 3% de taux de complétion de la formation, c'est le parcours du combattant, et c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Donc il y a vraiment ce truc-là où la majorité des gens ne font pas la formation. Et voire même, des fois, on a des taux qui sont hallucinants, de 30, 40, 50% des gens qui parfois ne se connectent même pas à l'espace membre et ne regardent même pas la première vidéo de la formation. Et parfois sur des formations qui coûtent 2000, 3000 euros. Donc on est vraiment sur des chiffres qui sont absolument hallucinants. Et c'est pas rare non plus d'avoir un même client qui achète 3, 4 formations chez le même infopreneur et qui n'en suit aucune. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive assez régulièrement. Il y a des clients récurrents qui achètent des formations, qui sont satisfaits par les formations, alors qu'en fait, ils les ont jamais suivies. Et ça arrive très très souvent. Vous avez même des gens qui parfois achètent une formation, et 6 mois plus tard, ils réachètent la même formation, sans même se rendre compte qu'en fait, ils l'ont déjà acheté 6 mois auparavant. Et on pourrait se dire, ouais, mais alors, c'est pas les plus affûtés du tiroir qui font ça, etc. Mais la réalité, c'est que même pas. C'est juste qu'il faut comprendre que vraiment, la plupart des gens, fondamentalement, ils en ont rien à branler de la formation. Et je sais que c'est fou. Et moi, ça m'a mis vraiment des années à accepter ça. Mais en fait, la majorité des gens qui achètent des formations, ils les suivent pas. Donc si on veut comprendre la psychologie d'achat du consommateur dans le domaine de l'infoproduit, il faut commencer par comprendre que la majorité des gens n'achètent pas une formation dans le but actif de se former. La majorité des gens achètent une formation dans le but de rêver. Et je ne dis pas que c'est bien. Dans un monde idéal, c'est sûr que tout le monde suivrait les formations, tout le monde irait jusqu'au bout, tout le monde ferait les choses de manière appliquée, avec de l'abnégation, etc. Mais dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Et ce qu'on observe, c'est que la psychologie d'achat des gens qui achètent les formations, pour la plupart,
très souvent, ils vont acheter une formation comme ils achèteraient un ticket de loto. C'est une manière de rêver, c'est une manière de s'acheter un bout de rêve et de s'inventer un petit peu une aventure mentale, de se dire « Ah super, dans 6 mois, je serai un super joueur de piano. Dans 6 mois, j'aurai un business qui tourne et je serai indépendant. Dans 6 mois, j'aurai ceci, cela. » Mais en fait, il n'y a aucun désir concret d'appliquer de suivre sérieusement ce qui va être enseigné dans la formation et d'appliquer a fortiori dans leur vie ce qu'ils vont apprendre et ce qui va ressortir de la formation. Typiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une personne qui va acheter par exemple une formation de piano et qui va se mettre à rêvasser, il va y penser dès qu'il aura un moment, il va se dire oh là là, dans 6 mois ça va être incroyable, comment ma mère elle va être fière de moi, comment ma grand-mère elle va être impressionnée, tous mes potes ils vont avoir le seum, ils vont se dire putain mais quand est-ce qu'il a appris à jouer au piano? Et en fait, il va rêver comme ça, il va s'imaginer arriver, s'asseoir au piano, commencer à jouer et tout le monde qui se tait dans la pièce, qui se dit oh là là mais c'est incroyable et c'est ça qui va motiver son achat. Lui il va se dire oh, c'est génial et pendant plusieurs jours dès qu'il aura un moment il va se mettre à rêvasser, à s'imaginer quand il aura le niveau de piano et au début le rêve sera extrêmement vivace, donc peut-être même que les premiers jours il va vraiment suivre les premières vidéos de la formation etc, mais au fur et à mesure que l'intensité du rêve va s'estomper et qu'en fait il va être rattrapé par le quotidien de sa vie etc, mais de plus en plus ça va repasser dans la case fantasme et la plupart des gens ne vont pas avoir l'abnégation et la discipline de continuer à suivre la formation. Et ce, absolument indépendamment de la qualité de la formation. Donc la plupart des gens, au fur et à mesure que l'excitation initiale engendrée par le rêve un petit peu d'acheter la formation va s'estomper, ben, ils vont plus avoir la motivation de continuer à revenir pour suivre la formation. Et puis ils vont commencer à se dire « Ouais, non, c'est bon, je le ferai plus tard, je le ferai demain, je le ferai la semaine prochaine, etc. » Jusqu'au moment où en fait ils se reconnectent plus jamais et que la formation est laissée complètement en friche. Et en fait, 2 mois plus tard, la personne ne se rappelle même plus avoir acheté cette formation il y a 2 mois. Et c'est très souvent comme ça que ça se passe. Et quelque part, j'ai envie de dire, on est tous un peu coupables de ça à différentes échelles. Moi-même, je suis coupable de ça. Je veux dire, combien de bouquins j'ai achetés en me disant « Waouh, ce bouquin il a l'air super intéressant. Quand j'aurai fini de le lire, je serai beaucoup plus intelligent, je connaîtrai ce domaine comme ma poche, etc. » Au final, je l'achète et puis le livre, il finit dans l'étagère et puis au final, je ne l'ai jamais lu. Enfin, je veux dire, très honnêtement, je pense que j'ai probablement acheté plus de bouquins que j'ai pas lus que de bouquins que j'ai achetés et que j'ai lus. Ça, je veux dire que je pense que c'est le cas de tout le monde. Combien de bouquins on achète sur un coup de tête, comme ça, sur une pulsion d'acheter l'objet et de se dire je vais maîtriser le domaine à fond quand j'aurai lu ce bouquin. Et puis au final, on rentre à la maison et puis en fait, on repart dans notre vie. Et au final, le bouquin, on l'a jamais lu. Et la seule raison pour laquelle on l'a acheté, c'est juste que sur le moment, on s'est imaginé quelque chose, on s'est mis à rêver, à se dire oh là là, ça va être incroyable ce que je vais apprendre. Et puis au final, après, on a eu la flemme de le lire. Et c'est un peu ce qui se passe dans le domaine des formations. Et c'est toujours pareil. De la même manière que très souvent, on achète des bouquins et on les lit pas, c'est pas pour ça que le livre est mauvais ou qu'on a affaire à une bulle du marché du livre. Donc voilà, faut pas confondre. En fait, je sais que c'est contre-intuitif, mais vraiment, la valeur apportée sur le marché, c'est une valeur qui est beaucoup plus proche du rêve que de l'éducation. Et attention, je ne suis pas en train de dire que c'est une excuse pour ne pas faire des bonnes formations, etc. Ça, c'est pas une excuse, évidemment, parce que quand on dit 80-95% des gens ne suivent pas la formation, ça veut quand même dire que 5 à 20% des gens la suivent. Donc, et c'est à ces gens-là que vous devez de faire une bonne formation. Parce que quelqu'un qui achète une formation et qui est vraiment dans une démarche active de se former, de suivre la formation, etc., ben lui, vous lui devez un produit de qualité, vous lui devez de lui donner l'opportunité de s'améliorer dans le domaine sur lequel il souhaite s'améliorer. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas regarder les résultats obtenus par les gens et en inférer le potentiel économique du domaine. Si vous voulez un autre exemple pour illustrer ça, on pourrait prendre les salles de sport. Toutes les salles de sport savent bien qu'en fait 80% des inscrits ne viennent jamais. Ils viennent pour les bonnes résolutions, ils s'inscrivent, ils continuent de payer l'abonnement, mais en fait c'est un truc pour se donner bonne conscience, c'est un truc pour rêver. Je m'inscris à la salle, j'ai des bonnes résolutions, cette année c'est bon, je vais revenir en forme, je vais être musclé, je vais être fin, je vais être sec, etc. Et puis en fait ils viennent pendant un mois et 80% des gens ne viennent pas. Et en fait vous avez 5 à 15% des inscrits de la salle qui viennent depuis 10 ans, 4 fois par semaine, et c'est toujours les mêmes. Et c'est pareil, donc on ne peut pas blâmer la salle de sport sur le fait que les gens qui s'inscrivent ne deviennent pas musclés et dire bah du coup le business de la salle de sport il est voué à l'échec. C'est pas vrai. Donc voilà, il faut pas confondre la valeur délivrée avec les résultats obtenus. C'est deux choses différentes qui bien sûr dans la plupart des domaines elles sont souvent corrélées, mais
elles ne sont pas intrinsèquement la même chose. Et il y a des domaines comme par exemple les salles de sport, l'éducation, etc., où il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte et qui n'en font pas un indicateur fiable. Mène à mon dernier argument que j'ai appelé Ponzi, et je vous laisse apprécier un nouvel extrait de The Big Short. Donc je suis allé demander à ChatGPT exactement ce qu'était un CDO, au cas où vous n'auriez pas compris dans l'extrait qui vient de se dérouler sous vos yeux. Dans le contexte de la crise des subprimes, désigne un type de produit financier structuré, regroupant diverses dettes, notamment des prêts hypothécaires à risque, qui sont ensuite découpés en tranches de risque et vendus aux investisseurs. Ces instruments ont joué un rôle central dans la crise financière de 2007-2008, car ils ont contribué à dissimuler et amplifier le risque associé aux prêts hypothécaires à risque, menant à de larges pertes financières lorsque de nombreux emprunteurs ont fait défaut sur leurs prêts. Donc en gros, on prend plein de trucs très risqués et des trucs un petit peu moins risqués, on fait un petit mélange, on dit en fait c'est un truc un petit peu moins risqué, et ça crée une chaîne de risque, parce qu'après on fait des CDO de CDO, et c'est ça qui a créé la bombe financière frauduleuse en 2008. Ça nous permet de mieux comprendre ce marché infopreneurial, c'est qu'il y a un marché qui s'est construit au-dessus du marché. J'ai le sentiment aujourd'hui par mes expositions personnelles, qu'elles soient physiques ou via les réseaux sociaux, que 9 infopreneurs sur 10 que je croise ont comme clients d'autres infopreneurs. Donc on est récemment entré dans une phase où avant, il y avait que les coachs, maintenant il y a les coachs de coachs. Et si ça continue, il va y avoir les coachs de coachs de coachs. Donc je t'apprends à coacher des coachs. Et c'est là où ça part en couille. Parce que si tu fais tomber la structure de la pyramide, tout s'effondre. Si le coach n'a plus personne à coacher, alors le coach de coach n'a plus de coach à coacher, et le coach de coach n'a plus de coach à coacher. Vous avez compris? Et donc à un moment, tout le monde se rend compte que en fait, il y a que le mec en haut de la pyramide qui gagne de l'argent. Et tout s'effondre. Ce qui nous amène au crack. Alors, il y a un autre argument sur lequel je voulais revenir, qui est le dernier argument qu'il donne dans sa vidéo, dans lequel il compare le secteur de l'infoproduit à la crise des subprimes, et de manière plus générale à une pyramide de Ponzi. Donc, le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une structure qui ressemble à une pyramide pour que ce soit un Ponzi. Un Ponzi, il y a des mécanismes très précis à l'œuvre, et là, ça n'a rien à voir. Là, on a quelque chose qui se structure en pyramide, où effectivement, on a un marché qui se crée par-dessus un autre marché, qui se crée par-dessus un autre marché, mais ça n'a rien d'anormal. Dans tous les secteurs de marché, on peut observer ça. Si on veut prendre par exemple le marché des agences, que je connais bien aussi parce que j'ai fait les deux, les agences, c'est un business qui se bâtit par-dessus le business de e-commerce ou de revendeurs, etc. C'est parce que des business qui existent déjà ont besoin d'aide sur leur campagne publicitaire que le business d'agence voit le jour. Et après, au-delà du business d'agence, vous avez certaines agences qui vont même faire appel après à des consultants publicitaires pour regarder un petit peu leur campagne de pub, etc., des account managers, etc., qui est un autre métier qui vient encore se greffer par-dessus le business d'agence, qui lui-même vient se greffer par-dessus le business de e-commerce, etc. Et si demain, il y a un cataclysme, je sais pas moi, les stores e-commerce ne sont plus rentables, etc., le e-commerce disparaît complètement et les business à la base de la pyramide disparaissent, les agences sont dans la merde aussi. Mais c'est pas pour ça qu'on est sur une pyramide de Ponzi, on est juste sur des dynamiques de marché complètement normales où effectivement, si on a un des intermédiaires de la chaîne qui fait défaut, le reste en pâtit aussi. Vous pourrez comparer également avec des supermarchés qui se fournissent eux-mêmes chez des grossistes, qui se fournissent eux-mêmes chez des producteurs, etc., etc. À chaque fois, on est sur un business d'un business d'un business sur lequel les intermédiaires deviennent de plus en plus petits. Donc il n'y a rien de mal à ça. Quand un marché est en train de maturer et de se développer, il engendre avec lui des nouvelles opportunités, des nouvelles segmentations de marché qui se structurent de manière pyramidale. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais là-dedans. Et c'est exactement pareil sur le domaine de l'infoproduit. Donc rien à voir vraiment avec un contexte de système de Ponzi ou de la crise des subprimes. Pour revenir sur la phrase où il dit il n'y a que celui en haut de la pyramide qui gagne de l'argent, ça c'est complètement faux. Pour le coup, c'est vraiment pas rare, voire même plutôt courant, d'avoir des infoproduits qui gagnent plus que les coachs qui vont faire du consulting pour eux. C'est vraiment pas, c'est absolument pas corrélé. Là, en l'occurrence, dire que les consultants ou ceux qui sont en haut de la pyramide, etc., de structuration du marché, gagnent plus d'argent, ça reviendrait à dire que les agences gagnent plus d'argent que les business pour lesquels ils gèrent les publicités. Ça n'a pas de sens. Vous pouvez très bien gérer les publicités d'une boîte qui fait beaucoup plus de chiffres que vous. C'est complètement décorrélé. Mais c'est exactement pareil ici. Et c'est pas parce qu'on a un infopreneur qui prend un coach que lui-même est forcément moins bon que le coach. C'est juste que le coach va lui permettre de s'améliorer sur des points techniques où peut-être qu'il est meilleur, peut-être dans la mise en place de processus, dans l'acquisition de trafic, dans la publicité. Peut-être certains vont avoir besoin aussi de coach pour la direction, au niveau de la confiance en soi, etc. Peu importe, après chacun a ses besoins. Mais en fait, il y a tellement d'aspects sur lesquels vous pouvez vous améliorer que vous ne pouvez pas être au top partout. Voilà. Et c'est à ça que ça sert aussi d'avoir du coaching, d'avoir du consulting. Ça sert à avoir quelqu'un qui est déjà passé par là et qui a peut-être de l'expérience sur certains points où vous manquez peut-être d'expérience. Ça ne veut pas dire que le coach fait nécessairement plus d'argent que vous. C'est pas parce que Federer a un coach que son coach le bat au tennis. C'est deux choses complètement différentes. Et si on veut revenir rapidement sur cette comparaison entre secteur de l'infoproduit et crise des subprimes, parce que c'est quand même une comparaison qui fait plusieurs fois dans la vidéo, à plusieurs moments, il mentionne le film The Big Short, la crise des subprimes, etc.
faut bien voir que quand même, là, il y a vraiment, vraiment rien à voir. D'un côté, on a un marché qui se structure de manière purement normale et organique, et de l'autre, on a une crise immobilière dans laquelle, en dépit de tous les calculs de risque, on a les banques qui se sont mis à prêter n'importe comment à des gens qui n'auraient jamais dû être éligibles à des prêts pour pouvoir acheter des maisons. Donc ce qui s'est passé, c'est que sur le marché de l'immobilier, on a eu de plus en plus d'entrants qui, normalement, dans une économie saine, n'auraient pas dû pouvoir acheter une maison. Donc on s'est retrouvé avec une augmentation énorme de la demande. Donc qui dit augmentation de la demande, dit forcément augmentation des prix. Donc ça a fait gonfler artificiellement les prix du marché de l'immobilier. Sauf que le problème qu'on a, c'est que ces gens-là, à qui normalement la banque en temps normal n'aurait jamais dû prêter, la seule raison pour laquelle ils étaient en mesure de rembourser leurs prêts et de ne pas faire défaut à la banque, c'est justement parce que la valeur de leurs biens immobiliers continuait de monter. Et du coup, ils étaient en mesure de soit refinancer leurs prêts, soit d'hypothéquer la maison, etc. Et du coup, ils n'étaient pas trop inquiétés par le prêt, parce que dans le pire des cas, la banque pouvait toujours saisir la maison, eux, ils pouvaient la revendre, etc. Donc, sachant que leur bien immobilier était en train de prendre de la valeur, c'était pas un gros problème, ils pouvaient toujours couvrir leurs prêts. Mais là, vous voyez la dynamique à problème, vous voyez le cercle vicieux. C'est que d'un côté, on a des gens qui, normalement, ne doivent pas pouvoir rentrer sur ce marché-là, et qui, du coup, parce qu'on leur fait des prêts, peuvent rentrer sur le marché de manière purement artificielle, et donc font monter les prix de manière artificielle, mais ces gens-là ne peuvent rembourser leurs prêts que parce que la valeur de leur bien immobilier continue de monter. Donc là, vous voyez que ça sent pas bon. Parce que si la valeur de leur bien immobilier arrête d'augmenter, mais ils croulent sous leurs prêts. C'est-à-dire qu'entre le principal, les intérêts, etc., ils seront jamais en mesure de rembourser leurs prêts. Donc qu'est-ce qui se passe quand le marché de l'immobilier arrête d'augmenter ? Il se passe que ces gens-là font défaut, parce qu'ils peuvent plus rembourser. Donc ils doivent vendre leur maison en catastrophe. Donc soit eux, ils essaient de vendre leur maison, soit c'est la banque qui la saisit, peu importe. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, il y a une maison qui est mise d'urgence en vente sur le marché pour se rembourser. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que quand le marché de l'immobilier arrête d'augmenter, vous avez plein de gens qui commencent à faire défaut, donc vous avez plein de maisons qui arrivent en vente sur le marché. Donc forcément, vous avez une demande qui augmente pas, mais vous avez une offre qui explose, parce que plein de maisons sont maintenant en vente sur le marché. Donc ce qui se passe, c'est que forcément les prix commencent à chuter. Et ce qui se passe ensuite, c'est que même la demande se met à freiner. Parce que, évidemment, si vous voulez acheter une maison et que vous voyez qu'en fait les prix de l'immobilier sont en train de dégringoler, vous dites, c'est pas le moment, je vais attendre, je vais pas acheter maintenant. Donc vous avez d'un côté la demande qui diminue et de l'autre l'offre qui explose. Et au fur et à mesure que les prix diminuent encore, là ça a créé un cercle vicieux énorme, où du coup vous avez de plus en plus de gens qui font défaut sur leurs prêts, donc de plus en plus de maisons à vendre pour rembourser ces prêts, mais du coup les prix de l'immobilier se cassent la gueule, la demande descend parce que les gens n'ont pas envie d'acheter quand les prix sont en train de dégringoler, et du coup vous arrivez dans un phénomène où la bulle éclate, et où vous avez une diminution violente et rapide des prix. Et c'est ça qui s'est passé. Mais cette bulle a été créée uniquement à cause de cette espèce de cercle vicieux où vous avez d'un côté quelqu'un qui achète une maison alors qu'il n'est pas censé pouvoir l'acheter et qui l'achète avec un prêt qu'il ne peut rembourser que parce que sa maison prend de la valeur. Et d'un autre côté, sa maison prend de la valeur que parce qu'il y a plein d'autres gens comme lui qui achètent avec de l'argent qu'ils ne peuvent rembourser que si leur maison augmente. Donc vous avez ce truc-là, où en fait, les prix continueront à augmenter si les gens se voient accorder des crédits, mais les crédits seront viables et remboursables que si la valeur des biens continue à augmenter. Donc vous avez ce phénomène d'interdépendance qui pue la bulle économique. Et c'est vraiment ça qui a créé le problème dans la bulle des subprimes. Après, tous les mécanismes de titrisation derrière, les CDO, etc., c'est pas tellement ça le problème. Ça, c'est un petit peu ce qui a mis la crise sous stéroïdes et qui a empiré le problème, parce que vous avez les banques d'investissement de Wall Street qui s'en sont mêlées, et donc ça a mêlé un petit peu le monde de la finance là-dedans, et ça a injecté encore plus d'argent dans le financement des prêts du marché de l'immobilier, etc., qui n'auraient pas dû être là. Donc ça a mis tout le bordel sous stéroïdes. Mais les CDO et tous les phénomènes de titrisation, c'est pas ça le problème en soi. La titrisation, il y en a plein tout le temps et ça se passe très bien. Là, c'est qu'on a été dans un contexte particulier d'emballement des prêts sur le marché de l'immobilier qui a fait que ça a créé un cataclysme économique. Mais voilà, c'est vraiment ce phénomène-là d'interdépendance qui a créé cette espèce de Ponzi, bulle, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, et c'est un phénomène qui est complètement différent et qui n'a rien à voir avec ce qu'on observe dans le domaine de l'infoproduit aujourd'hui. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut faire quand même un peu attention avec les comparaisons, parce que autant une comparaison pertinente, c'est hyper intéressant, parce que ça nous permet d'analyser une nouvelle situation avec des outils avec lesquels on est déjà familier et qui nous permet donc de tirer le meilleur d'une situation rapidement, mais quand la comparaison n'est pas pertinente, le problème c'est qu'on a tendance à prendre des raccourcis et à tirer des conclusions qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe vraiment, et donc à faire des conclusions qui sont complètement erronées. Et là, il faut faire attention, il n'y a pas de phénomène de bulle, il n'y aura pas d'éclatement, il n'y a rien de tout ça dans le monde de l'infoproduit.
le pire qui puisse se passer, c'est des corrections de marché, tout ce qu'il y a de plus standard, à savoir que voilà, à un moment vous avez un peu moins de demandes, à un moment vous avez un peu plus de demandes, et donc vous avez certains coachs qui disparaissent parce qu'ils sont pas rentables, mais après vous en avez d'autres qui prennent leur place, etc. Donc des corrections organiques du marché, ça il y en a tout le temps. Mais des phénomènes vraiment de baisse intense et de diminution intense, ça, comme on voit lors de l'éclatement d'une bulle, ça c'est sûr qu'il n'y en aura pas. De par la nature même de comment est structuré le marché de l'infoproduit, qui n'a rien de spéculatif, qui n'a rien de ponzesque, si je peux dire ça comme ça. Faut pas tout mélanger, là il y a pas de problème à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, juste faire attention à ne pas faire de comparaisons trop hâtives qui ensuite nous induisent en erreur parce que les mécanismes sous-jacents sont complètement différents. Mais en tout cas, si je devais faire une prédiction de l'évolution de l'état du marché de l'infoproduit dans les prochaines années, je dirais qu'à mon avis, il va continuer de se développer, doucement mais sûrement, qu'on ne va pas connaître de changements violents dans le marché. Je pense qu'au fur et à mesure que la plupart des gens vont réaliser qu'on peut gagner sa vie en ligne et qu'on peut apprendre en ligne, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont rentrer sur le marché, même des gens peut-être un peu plus vieux aujourd'hui pour qui l'enseignement dans leur tête c'est encore quelque chose de plus traditionnel, de plus physique, etc. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont rentrer sur ce marché-là. Et je pense également qu'on va voir une disparition de plus en plus des monopoles de l'enseignement. Et ça, dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation plus traditionnelle ou dans les formations en ligne. Je pense qu'on va aller vers une nouvelle dynamique où on va plus avoir des gros acteurs qui se partagent le marché comme on a eu à une époque, que ce soit par exemple dans le domaine des formations, où on avait par exemple sur le marché américain, on avait les Sam Ovens, les Tai Lopez, etc. qui vraiment, on avait quelques gros acteurs qui se partageaient tout le marché. C'était vrai aussi dans le domaine de l'éducation traditionnelle où on avait quelques institutions qui voilà, avaient le monopole de toute l'éducation, de la formation, de l'apprentissage, etc. Je pense que de plus en plus, on va aller vers un phénomène de diversification de l'enseignement et on va arriver dans un monde où on a de plus en plus de niches et de plus en plus de sous-niches où les gens vont aller graviter vers le formateur qui leur parle le plus, qui a les méthodes qui leur parlent le plus, parce que deux personnes données n'ont pas la même manière d'apprendre. La pédagogie qu'on va utiliser, les clés de compréhension qu'on va devoir utiliser pour faire passer, pour transmettre un concept à deux personnes va être complètement différent en fonction de leur psychologie, de ce qui leur parle. Et donc voilà, il y a des gens qui vont avoir besoin d'avoir des messages plus agressifs, il y a des gens qui vont avoir besoin d'avoir un coup de pied au cul, il y a des gens qui au contraire vont avoir besoin d'être accompagnés, d'être encouragés, il y a des gens qui vont avoir besoin que ce soit rapide, des gens qui vont avoir besoin que ce soit lent, des gens qui vont avoir besoin que ce soit très intellectuel, très carré, très cartésien, d'autres gens qui vont avoir besoin de ressentir un petit peu pour comprendre. Donc voilà, on a différents styles d'enseignement qui ne conviennent pas à tout le monde et je pense que plus ça va aller, plus on va avoir des formateurs avec vraiment leur style distinct, leur méthode d'enseignement distincte qui vont parler à différentes personnes et que chacun va avoir un petit peu sa petite communauté qui résonne avec la manière d'apprendre du formateur. Et je pense que c'est vers ce modèle-là qu'on va aller dans les prochaines années sur du moyen à long terme. Voilà, écoutez, c'était mon analyse de l'état du marché de l'infoproduit à l'heure actuelle. On aura l'occasion de refaire des vidéos sur le sujet, potentiellement, notamment peut-être pour retracer un petit peu l'évolution du marché de l'infoproduit sur les 15 dernières années et pourquoi pas essayer de prédire de manière un petit peu plus précise ce à quoi je pense qu'il pourra ressembler dans les prochaines années. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ça se passe en description et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.